Aujourd'hui en Ukraine, un bombardement explosif. La région de Belgorod est plongée dans l'obscurité et des coupures de courant ont également été signalées à Bryansk. Un général russe à Moscou. Cette année à Moscou, une tentative a été faite contre un haut responsable, le soi-disant ministre russe de la Défense, Vladimir Alexeev. Les occupants sont équipés. De l'opération brillante de la marine ukrainienne près de Kupiansk à la situation générale sur le champ de bataille. Le discombobulateur de Téhéran. Est-il vrai que les États-Unis prévoient d'éliminer la direction iranienne? Et quelle influence cela pourrait-il avoir sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine? Tout cela et plus encore, tout de suite. Bonjour, je m'appelle Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Veuillez vous abonner, mettre un like et passons aux actualités. Nous commençons par les événements à Moscou. Des rumeurs circulent selon lesquelles le lieutenant-général du soi-disant ministère de la Défense de la Fédération de Russie, Vladimir Alexeev, a été tué. Les soi-disant médias russes affirment qu'Alexeev est à l'hôpital et que son état est critique. Je vais répéter ce que j'ai dit hier à propos de l'explosion de la tendance navale dans la région de Tambov. Des forces de défense apparaissent-elles en Ukraine? Je me trompe. Et maintenant, passons à Belgorod et Bryansk. Des explosions sonores y ont été entendues. Après cela, la région de Belgorod a rencontré de graves problèmes d'électricité, d'eau et de chauffage. À Bryansk, des coupures de courant ont également été signalées. Les occupants se sont retrouvés piégés. C'est la situation actuellement près de Kupiansk. Tous les détails sont dans le message. L'Union européenne est une organisation politique et économique unique entre 27 pays européens. Mes chers alliés, compagnons d'armes et partenaires de cette noble cause, je m'adresse à vous aujourd'hui avec une détermination inébranlable pour que nous puissions unir nos forces respectives afin de faire face, ensemble et d'un seul bloc, aux défis immenses qui se dressent désormais devant nous sur le champ de bataille. Alliés, 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 alliés. Pour nous, c'est inacceptable. La Russie tentera de résoudre ce problème par des moyens politiques ou militaires. De différentes manières. Le bataillon de Kupiansk est devenu, sans exagération, l'opération la plus réussie des forces ukrainiennes l'année dernière. Le réseau de services se poursuit. Jusqu'à 50 occupants restent dans la région. À Kupiansk, l'opération continue. Enclave clairement définie. Les frontières de combat sont comprises. Elle est entièrement occupée par nos soldats. Et la libération systématique de la zone, en particulier des occupants russes dans cette partie de la ville, se poursuit. Le reste de Kupiansk est sous notre contrôle total. Il n'y a aucun bruit d'équipement soyeux là-bas. La situation dans la ville est calme et sous le contrôle des militaires ukrainiens. Et tout cela se passe malgré les retards de Poutine et de ses généraux, qui ont déclaré à plusieurs reprises la soi-disant héroïque libération de Kupiansk. Les unités du groupe de l'Est ont libéré la ville de Kupiansk et continuent de détruire la formation des militaires ukrainiens qui se trouvent sur la rive gauche. Côté du lac. Oskel. En direction de Kupiansk, les unités de la 68e division de fusiliers et de la 6e armée ont libéré la ville de Kupiansk. C'est tout? Est-ce complètement terminé? Oui, c'est exact. La ville est sous notre contrôle. Les ennemis historiques du groupe ont été libérés. Par ailleurs, je vous rappelle que sur la rive gauche du fleuve, un groupe d'ennemis de 15 bataillons était bloqué. Dans la région de Kharkovski, comme chacun sait, la ville de Kupiansk est passée sous notre contrôle il y a plusieurs semaines. Là-bas, nos soldats contrôlaient la ville, mais pour l'instant, ils ne se sont pas encore déplacés vers la gauche. Un grand groupe de soldats a pris la ville stratégiquement importante de Kupiansk, que les ennemis tentent en vain de reprendre. Poutine ne peut rien promettre sur le champ de bataille. Il doit donc poursuivre les négociations à Abu Dhabi et semer le doute. Ou du moins supposer que... L'accord sur les territoires n'a pas encore été discuté. Le travail sur la protection des garanties est presque terminé. L'accord sur les perspectives est presque finalisé. Je pense que le peuple ukrainien est désormais plein d'espoir que nous parviendrons bientôt à un accord de sécurité pacifique. Le fait que la Russie soit passée à la discussion de détails techniques est déjà un signal important. Cela montre que Poutine considère le processus de sécurité pacifique différemment. Pas dans le sens où il est efficace, mais dans le sens où il le fait traîner en longueur. Parce qu'il comprend déjà que la présence de personnes comme Medinsky dans le processus de paix, au minimum, envoie un signal aux Américains que Poutine n'a pas d'objectif sérieux. Ils comprennent parfaitement qu'un clown ne peut pas régler les questions de guerre et de paix. C'est pourquoi il enverra là-bas des personnes sérieuses, comme des généraux, quoi qu'il en soit. Peu importe. Et si vous ajoutez à cela les nouvelles concernant le possible transfert de Tom Ogsa et la déconnexion de Starlink pour les Russes,
Vous pouvez conclure que malgré les gels anormaux et les attaques contre le secteur énergétique, l'Ukraine est littéralement en train d'anéantir les Russes sur tous les fronts. Ces derniers jours, la Russie a perdu au minimum 720 occupants, tués et blessés. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, ce chiffre a atteint 1 244 560. De plus, au cours des dernières 24 heures, les militaires ukrainiens ont détruit 6 chars russes, 11 véhicules militaires, 39 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres pièces d'équipement militaire. Et voici comment le Kremlin tente de pousser ses pions sur le front. Les conscrits, sans formation adéquate, sont envoyés sur les axes les plus chauds, en première ligne. Cela arrive de plus en plus souvent, notamment chez les jeunes Russes. Le Kremlin a trouvé une véritable mine d'or pour reconstituer ses effectifs jetables. Désormais, ils peuvent injecter du sang neuf sur le front, non seulement 2 fois par an, mais pendant les 12 mois de l'année. Après tout, nous parlons d'une ressource humaine indispensable, issue de la conscription. En près de 4 années d'invasion à grande échelle, les conscrits russes sont apparus dans les reportages, aussi bien parmi les vivants que les morts. Au moins 37 conscrits, qui avaient été appelés pour une aide militaire, ont été tués lors des combats à Koursk. Même Poutine lui-même n'a pas essayé de s'impliquer dans la guerre. Récemment, j'ai parlé avec un commandant de bataillon qui a été personnellement impliqué dans les combats du côté de Belgorod. Je lui ai spécialement demandé combien de vos hommes qui servent de là-bas sont mobilisés et combien d'entre eux sont vraiment de jeunes conscrits. Il m'a regardé et m'a dit qu'honnêtement, ce ne sont tous que des conscrits. Mais dernièrement, les conscrits russes ont été envoyés à la guerre en masse. En raison de la dépression, de la pression et des bombardements, des filles de 18 ans doivent signer des contrats. Si auparavant il s'agissait de cas isolés, aujourd'hui ce système de recrutement volontaire devient la norme. L'un des exemples les plus étonnants de transformation massive de conscrits en soldats sous contrat s'est produit directement dans le train, avec de nouvelles recrues des Ourals vers le kraï du Primorié. En 7 jours de voyage, avant même d'atteindre leur université, la moitié des 300 personnes a accepté de signer un contrat. Cependant, ils ont ensuite évoqué les méthodes utilisées par leur commandant pour les convaincre. Ils nous ont forcés à signer le contrat en menaçant ma santé aussi bien physiquement que mentalement. Pour chaque refus, ils nous faisaient passer à tabac et nous blessaient aux mains. Je n'ai pas pu supporter cette violence physique. J'ai signé le contrat en étant allongé par terre. Pour chaque refus, nous devions faire 50 exercices physiques et en plus subir des humiliations et des menaces contre notre santé. À ce moment-là, nous nous sentions déjà mal, avec de la bière et une circulation sanguine élevée, mais malgré cela, ils continuaient à nous maltraiter. Pendant 3 jours, ils venaient la nuit et nous faisaient aussi faire des exercices. Ils nous ont forcés à rester debout à notre poste pendant 8 heures d'affilée, en restant en alerte. Je ne pouvais plus supporter cela et j'ai signé le contrat sans mon consentement volontaire. J'ai écrit cela le 12 décembre 2025. Dans la salle d'entraînement, il n'y avait ni eau chaude ni nourriture, seulement de l'eau chaude. De l'eau. La personne la plus active dans la salle d'entraînement était la lieutenant-maître. Avec l'agressivité, les nouveaux soldats, qui pensent qu'ils sont sous pression, disent même que l'officier pouvait frapper. Lieutenant-maître. Il dit qu'il avait un certain plan qu'il lui a donné parce qu'il devait recruter au moins 30% des soldats de la salle d'entraînement. Parce que tout le monde refuse. Il lui arrivait de s'emporter, d'agir de façon très agressive, de m'humilier, il me trompait fréquemment, en s'attaquant constamment à ma nationalité ainsi qu'à mon apparence physique. Les journaux le reconnaissent depuis différentes régions de Russie. Ils reçoivent un nombre énorme d'accusations, y compris de la part des conscrits et de leurs parents. Quand, au sein d'un groupe militaire en Russie, personne ne peut garantir que vous ne serez pas envoyé à la guerre. Les bureaux de ces groupes semblent résister au sadisme. À Sakhaline, dans le groupe militaire 34-198, le sous-lieutenant Anton Sviren a reçu un ticket de loterie pour survivre. 9 conscrits ont été rassemblés sur la place de parade et on leur a dit ce qui suit. L'une des nouvelles recrues devait signer un contrat. Il n'y avait pas de volontaires. Ils ont commencé à faire pression sur les conscrits. Ils ont été forcés de faire des exercices physiques silencieux jusqu'à ce que quelqu'un accepte. Quand cela n'a pas fonctionné, les gars ont été envoyés couper du bois. Quiconque signait le contrat sous la contrainte était envoyé à l'opération militaire spéciale. La situation de cette personne. Cette situation demeure encore aujourd'hui totalement inconnue. Récemment, sur le territoire de la Russie, une instance judiciaire a rendu un verdict officiel sur la conscription pour la guerre. Dans le texte intégral de sa décision finale,
Le tribunal a révélé un mécanisme permettant de forcer les conscrits à signer des contrats. Et cela mène au télégramme envoyé par le commandant, l'état-major principal du district naval central. Selon le télégramme, l'état-major principal du district naval central, afin d'organiser le travail sur la sélection ciblée de candidats pour le service militaire sous contrat parmi les conscrits situés sur les sites de construction d'ouvrages constitutifs de la Fédération de Russie. La sélection militaire de candidats pour le service militaire sous contrat parmi les conscrits. Le personnel militaire qui est resté longtemps en Ukraine dit que, à la fin de l'année, ils ont commencé à attirer davantage de conscrits, c'est-à-dire des conscrits qui ont été transformés en soldats sous contrat. Et j'ai aussi demandé s'ils recevaient certaines concessions léninistes ou des entraînements. Ils disent que non, c'est directement à l'attaque. Ils ne savent vraiment pas encore comment ils peuvent tenir ou comment ils peuvent gagner du temps. Ils sont immédiatement envoyés en mission de combat. Et pour les décrire plus en détail, ils disent qu'ils meurent par centaines. Eh bien, je ne peux pas donner de chiffres ici. Il y a une limite. Du personnel, et cela ne peut plus être compensé ni par des condamnés, ni par des marginaux que les Russes rassemblent des pires recoins du monde. Donc, la seule chose que l'on puisse souhaiter aux citoyens en âge de servir, c'est de s'éloigner des officiers de recrutement aussi prudemment que possible. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez le journalisme indépendant ukrainien afin que nous puissions continuer à dire la vérité sur la guerre menée par la Russie. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir notre sponsor. C'est le moment de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager pour que plus de gens puissent connaître la vérité. Merci et que Dieu vous bénisse. À l'Ukraine. Les occupants tuent leurs propres soldats lorsqu'ils essaient de déserter. Dans la vidéo, 2 soldats de la marine marchent en direction des positions ukrainiennes. Ils se sont assis. Un drone russe tire sur l'un d'eux. Celui qui marchait devant a eu la chance de s'en sortir. Par leurs actions, les occupants montrent un total mépris pour la vie. Ils ont détruit un refuge pour animaux dans la région de Zaporizhia. Malheureusement, certains chiens ont été tués et d'autres blessés. Les animaux sont rapidement emmenés dans des cliniques vétérinaires. Au fait, est-ce que quelqu'un se souvient des objectifs avancés par le Kremlin au début de la guerre contre l'Ukraine ? Protéger les russophones, qui n'avaient jamais demandé la protection des défenseurs ukrainiens. La dénazification. Quoi que cela veuille dire, c'est particulièrement étrange d'entendre cela de la part de gens qui agissent comme la Waffen-SS et parlent comme Goebbels. La démilitarisation, qui n'est pas l'affaire de la Russie. L'Ukraine est un État souverain et décide elle-même de la puissance de ses forces armées. L'essentiel est simple. La Russie montre ses véritables objectifs à travers ses actions. Elle tue, détruit, pille et anéantit. Les Ukrainiens assurent la subsistance des Ukrainiens depuis 2014. Mais depuis le début de la guerre à grande échelle et du soi-disant référendum sur l'annexion des territoires occupés à la Fédération de Russie, le processus de destruction s'est intensifié. La destruction ciblée s'est transformée en une campagne systématique, marquant un tournant. C'est une situation très importante pour nous, tant du point de vue social que de la politique intérieure. C'est la situation des personnes vivant sur les territoires de la République de Luhansk, de la République de Donetsk, ainsi que de Zaporizhia et de Kherson. L'un des principaux endroits où l'on observe une diminution massive des moyens de subsistance se trouve sur le territoire de Zaporizhia, notamment à Melitopol. Des listes concernant les moyens de subsistance perdus. Depuis 2023, plus de 50 maisons individuelles dans différentes parties de la ville, ainsi que des immeubles entiers, y compris environ 3000 habitations. Melitopol, par exemple, est assez différente de Mariupol. Là-bas, il n'y a pratiquement aucun développement, aucun budget. La première maison, sa construction débute à peine. Les Russes relocalisés manquent donc de logements, d'où la destruction d'appartements appartenant à des gens qui, au pire, sont hors de Melitopol. Tout d'abord, et pour qu'ils soient transférés aux Russes, comme un droit, comme cela se faisait en Union soviétique. À l'époque soviétique. Mais les autorités d'occupation ne se limitent pas seulement aux maisons. Sur la liste de ce que la Russie considère comme invulnérable, il y a même des animaux. Par exemple, il y a ici une liste de chevaux. Cette liste a été publiée sur le site de l'administration d'occupation de Zaporizhia. À Enerhodar, selon les données du registre lui-même, les restaurants, les entreprises et les magasins sont propriétaires d'appartements non définis. À Primorsk, il s'agit de fabriques, de centres de villégiature et de bâtiments non identifiés. Et dans la ville balnéaire de Kirillivka, les occupants ont saisi au moins 70 appartements, y compris des hôtels, des restaurants et des établissements sanitaires. Les priorités les plus
importantes et critiques qui sont spécifiquement liées à la restauration complète et à la reconstruction des habitations, ou aux principaux services publics, ou à l'infrastructure, ou... Aujourd'hui, la région de Zaporijjia est l'un des territoires occupés où le nombre d'entreprises commerciales a diminué. Il est possible que la région de Zaporijjia soit en tête, car déjà dans le passé ou l'année dernière, en 2024, toutes les entreprises réelles, sans exception, qu'il y ait des gens ou qu'ils fassent des affaires dans la région occupée ou qu'ils soient restés, ont été déclarées sans propriétaire et, pour la plupart, nationalisées. Mais revenons à la question du logement. La personne responsable de la déclaration des logements sans propriétaire sur le territoire temporairement occupé de la région de Zaporijjia est son administration d'occupation, son chef, Evgeny Balitsky. Le soi-disant ministère des Biens et des Relations foncières de la région de Zaporijjia s'occupe de la documentation, notamment de la tenue des listes et de l'initiation des procédures de déclaration des biens sans propriétaire. Et son chef est Anton Prokofiev. Un élément distinct du système est l'organe collégial de gestion des biens placé sous l'autorité du gouvernement du susnommé Gauleiter Balitsky. Cet organe examine les questions liées à la gestion et à l'entretien du patrimoine, y compris la gestion économique. Balitsky s'occupe également de la gestion des biens des personnes, qui ont simplement été accusés. Nous avons accusé de nombreuses familles, c'était très difficile. Nous avons choisi ceux qui, en aucun cas, ne soutenaient l'opération militaire spéciale, ceux qui ont insulté le drapeau, l'hymne national russe ou le président de la Fédération de Russie. Ces personnes, nous, en leur portant préjudice, la situation que nous avions à l'époque, avant que nous ne soyons légalement rattachés à la Fédération de Russie, nous avons choisi de telles personnes, des familles entières. Nous les avons choisis parce que nous avons compris que c'étaient des gens que nous ne pouvions pas prévenir et nous aurions dû nous battre contre eux encore plus durement. Leur vie pouvait être en grand danger, donc il valait mieux qu'ils retournent à Banderstadt, qu'ils partent là-bas et qu'ils y construisent leur... Et quelques mots sur la façon dont la propriété domestique est déclarée sans possession. Les étudiants utilisent plusieurs mécanismes. Les employés des services publics enregistrent les appartements pour lesquels il est pris en compte que... Les employés des services publics enregistrent les droits pour lesquels ils ne reçoivent pas d'enseignants, les soi-disant informateurs de cours. Des habitants locaux qui se trouvent sur le territoire et en informent l'administration gouvernementale. Appartement par appartement, ils effectuent des visites en mars lorsque commenceront les soi-disant élections présidentielles en Russie. En 2024, selon les rapports, les habitants ont été autorisés à enregistrer les appartements vacants. De plus, les opérateurs affichent des avis avec le calendrier des inspections d'appartements à l'entrée des immeubles, selon une commission spécifique. Mais il existe un autre mécanisme qui n'implique pas les appartements. Parfois, ils n'entrent même pas dans l'immeuble. Ils déclarent simplement que tout l'immeuble a été vérifié, et c'est tout. Et ils déposent une déclaration selon laquelle tous ceux qui vivent ici doivent se présenter et prouver que ce n'est pas le cas. Personne ne cherche personne. C'est compliqué et pas très important. En d'autres termes, honnêtement, personne ne touche au territoire occupé, comprenant que si les personnes qui y vivent et possèdent des appartements s'y trouvent vraiment, elles viendront forcément, se présenteront et se battront pour ce qui leur appartient. Donc, pour être honnête, personne ne s'en inquiète vraiment là-bas. Du point de vue des salaires supplémentaires, il faut passer par des portes, etc. Mais même si les gens s'adressent aux administrations avec tous les documents nécessaires, il est presque impossible d'obtenir le droit. Alors que dire des personnes qui n'ont aucun document concernant leur propriété ? Par exemple, des investisseurs d'un nouvel immeuble à Melitopol qui n'ont pas pu récupérer les clés de leurs appartements à temps. Au soir de l'occupation et par la suite, la Russie considère tout l'immeuble comme inachevé. En novembre 2025, les gens ont même écrit à Poutine, mais sans réponse. Après, depuis le passage de la région sous contrôle russe, nous défendons nos droits. Certains ont reçu des passeports techniques. On a signé chez Gazprom et Energosport. Certains, en appartement, payaient déjà leurs frais d'université. En 2023, on a pétitionné le ministère des Ressources naturelles pour qu'il ne déclare pas nos logements vacants. La réponse à nos demandes n'est arrivée qu'un an plus tard. Et pendant que nous attendions une réponse de MISO, le bâtiment avait déjà été entièrement enregistré auprès du gouvernement. Zaporijjia. Cette affaire montre que ce ne sont pas seulement ceux qui sont décédés qui peuvent perdre leurs biens, mais aussi ceux qui sont restés. Et tout cela parce que la Russie a davantage besoin d'une véritable économie que des personnes censées être venues la sauver. Après tout, l'objectif de la Russie est de réduire son territoire et de fournir des logements. Ce n'est qu'une partie de sa politique de remplacement démographique. L'idée est de détruire la population individuelle, pour la réduire. Et c'est pourquoi Poutine va inventer toutes sortes d'histoires de propagande sur la façon dont, selon lui, les Russes vivent là-bas. Et nous devons comprendre que cela se passe réellement.
cela se produit parallèlement à la politique de russification, à la destruction de tout ce qui est ukrainien et aux répressions que la Russie exerce constamment. Selon un article du journal fédéral français, la Russie a détruit plus de 25 000 maisons et appartements dans les territoires qu'elle a temporairement occupés. À Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson. Ce sont des cas officiellement documentés. Le niveau réel pourrait donc être encore plus élevé. La logique avancée par Poutine, qui légitime ces pillages, ne fait qu'aggraver la situation. Combien de temps la ferme confisquée va-t-elle continuer à fonctionner? Grandir. Quelques mots sur le processus de paix. Pendant longtemps, à Abu Dhabi, des délégations d'Ukraine, des États-Unis et de Russie ont discuté, entre autres choses, de la manière de mettre en œuvre un cessez-le-feu saisonnier et comment. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine, Rustem Umerov. Hier, l'envoyé spécial ukrainien Steve Witkoff a déclaré que les discussions sur le plan de paix se poursuivraient dans les semaines à venir. Dans le même temps, Donald Trump a déclaré qu'il avait mis en garde contre une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans un post sur Truth Social, il a ajouté qu'il l'avait fait. Il en va de même entre le Pakistan et l'Inde, ainsi qu'entre Israël et l'Iran. Eh bien d'accord, même s'il semble qu'avec la République islamique, il ait laissé quelque chose d'inachevé. En conséquence, les États-Unis sont prêts à écarter la direction iranienne. Il est tout à fait possible que cela se passe exactement de la même manière qu'au Venezuela. Le prochain cas est comment cela pourrait-il influencer la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Au bord d'une nouvelle guerre et d'une démonstration de force. Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à lancer de nouvelles frappes contre l'Iran et à attaquer personnellement le guide suprême Ali Khamenei si les accords actuels ne le satisfaisaient pas. Il a dit qu'il devrait être très inquiet à propos de la situation. Comme vous le savez, ils vont maintenant parvenir à un accord avec nous. Comme on le savait, la veille, les États-Unis et l'Iran avaient confirmé leur volonté de conclure des accords à Oman. Parallèlement, les positions des parties sont assez différentes. Téhéran n'est disposé à discuter que des questions liées à son programme. Mais Washington veut résoudre tous les problèmes de sécurité dans la région en une seule fois. Il est assez évident qu'il ne sera pas en mesure de conclure avec succès un accord diplomatique avec l'Iran, car les Iraniens, si l'on en croit les paroles de leur principal dirigeant, ne vont tout simplement pas tromper ou modifier leur programme. La suite au prochain épisode, ils font traîner le processus de négociation et ils ne sont pas prêts à discuter des points suivants issus de Trump dans ces accords. Permettez-moi de vous rappeler que dans le cadre de ces accords, Trump exige que l'Iran cesse de développer ses missiles, n'apporte plus son soutien aux organisations terroristes dans la région et mette fin à la répression des manifestations dans le pays. À Téhéran, ces problèmes sont considérés comme des affaires intérieures et ils ne peuvent plus les coordonner avec les États-Unis. C'est pourquoi la délégation américaine ne cherche même pas à le cacher, leur scepticisme. L'Iran a exprimé le souhait de se rencontrer pour en discuter. S'il change d'avis, tant mieux, pour nous aussi. Nous préférerions nous rencontrer et discuter. Je ne suis pas sûr qu'il soit possible de parvenir à un accord avec ces gens, mais nous allons essayer de le découvrir. Nous ne voyons aucun mal à essayer de comprendre ce qui peut être fait. Le dirigeant américain, cependant, est convaincu que quelque chose peut réellement être accompli, tout en appelant à des négociations. Trump, en fait, envisage une toute nouvelle frappe contre l'Iran, qui anéantirait simplement un État incapable de parvenir à un accord. Surtout comme la frappe précédente en Thaïlande. Sur le réseau de réduction des armements, il y a également eu une opposition aux appels publics au dialogue. Le public, qui souhaite une solution rapide à ce sujet, espère que Trump agira comme il l'a fait lors de la guerre de 12 jours en juin de l'année dernière, lorsque les dates ont été annoncées. Voilà, nous commençons les négociations. Nous sommes actuellement assis ensemble autour de la table. Seulement 2 jours auparavant, le 13 juin dernier, les Israéliens ont décidé de lancer une vaste opération militaire contre l'Iran. Tout le monde espère que ce n'est qu'une couverture et que quelque chose va vraiment se passer. Les analystes sont convaincus que quelque chose... Le moment et l'ampleur des attaques. F-35 et 3 destructions armées de missiles de croisière Tomahawk. Tout cela a été rapporté dans les réseaux financiers et il est également connu que les systèmes de missiles Patriot ainsi que l'aviation de ravitaillement et de transport sont utilisés. Donc en effet, il y a une énorme concentration de forces dans la région et différentes options de frappe seront discutées. Parmi les cibles potentielles figurent les systèmes de défense aérienne iraniens ainsi que leur infrastructure de missiles, divers dépôts et centres de commandement et le corps des gardiens de la révolution islamique. Et aussi le Basij, c'est la police secrète. Il est important de noter que l'Iran lui-même provoque également la situation.
Il y a eu un jour où les Américains ont même dû faire décoller leurs avions militaires pour détruire un drone iranien qui se dirigeait vers un porte-avions. D'autres provocations mortelles ont également été enregistrées. Pendant plusieurs heures, quelques heures après que ce drone a été abattu, des navires iraniens du corps des gardiens de la révolution islamique ont tenté d'arrêter un pétrolier américain près de l'île de Hormuz. La situation devait être résolue. Troisièmement, le pétrolier battait pavillon américain et avait un équipage américain. Mais les Iraniens n'ont pas réussi à savoir qui était le plus fort, le pétrolier américain ou les patrouilleurs iraniens. D'ailleurs, dans une telle situation, ce serait le moment idéal pour Téhéran de se rappeler de son accord stratégique avec Moscou. Alors, dans la plus pure tradition, ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas aider. Et ce, malgré leur perte potentielle en cas de chute du régime. Khamenei, ils n'ont tout simplement rien pour le protéger des États-Unis. Bien sûr, l'influence de la Russie diminue désormais de toute façon, et ce, dans toute la région, y compris en Syrie. Et une telle perte serait significative pour le Kremlin si quelque chose arrivait au régime iranien. Quelques avantages pour l'Ukraine d'une éventuelle opération en Iran seraient une baisse de la cote de popularité de Poutine. Après tout, l'accord avec la Thaïlande a permis à Moscou non seulement d'obtenir des armes, mais aussi d'assurer des sanctions orientales pendant des années. Nous, voyons d'après l'exemple de la Russie comment elle met activement en place différentes sanctions en utilisant la flotte fantôme. Et c'est pourquoi tout ce qui est lié à la déstabilisation concernant l'Iran peut affecter cette flotte fantôme en premier lieu. Mais bien sûr, cela peut aussi détruire les subventions. En même temps, il deviendra clair dans un avenir proche si les États-Unis frapperont l'Iran. Si le processus de négociation arrive à son terme, Tomahawk aura le dernier mot. Sur ce, merci d'avoir suivi, merci pour votre soutien. Gloire à l'Ukraine, honneur aux défenseurs ukrainiens. Mettez un like, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo. Et à bientôt dans le prochain épisode.